Quand on joue, on arrive à dire des choses qu'on pensait pas. Je m'amusais tout le temps, en fait. J'étais tout le temps en train de papillonner. Dans la formation, c'est exactement pareil. Ils apprennent de leurs erreurs. Aujourd'hui, il y a tellement de méthodes d'apprentissage différentes. Certes, le jeu, ça peut paraître enfantin pour certains. Ça peut dire, ah bah tiens, c'est la cour de récréation. Non, je veux juste, en fait, pas que ça soit de la cour de récréation, mais je veux que ça soit un bon moment et d'apprendre autrement. On apprend beaucoup de l'autre en jouant, en échangeant, en participant. Je voyais qu'on pouvait construire des histoires ensemble. En tout cas, je suis trop contente que tu aies accepté de venir sur le podcast, Quentin. Bah écoute, ça me fait plaisir, hein, quand j'ai vu ta page et que tu m'as proposé ça, j'ai fait bah ouais, ça peut être très très intéressant. Aujourd'hui, on est avec Quentin Marlins, qui est formateur. Et donc, pour changer un petit peu des présentations habituelles, je vais te demander de te présenter à l'aide de ton animal totem et donc de mon jeu Animosia. Avant que tu répondes, en fait, j'aimerais bien dire 2 mots sur Animosia, qui est un outil ludique, en fait, que j'ai créé, que j'ai conçu et illustré. L'objectif, c'est vraiment de l'utiliser dans le cadre de brise-glace. Donc ça va être pour, par exemple, mettre en confiance l'autre personne, créer un espace un peu bienveillant où, les personnes peuvent justement échanger entre elles. Et puis, je vais t'inviter à choisir ton animal totem et à te présenter en fait à l'aide de ton animal. Le corbeau, parce que ça permet d'avoir une vue d'ensemble sur les personnes qui font les jeux, qui suivent mes formations. Voilà, de maîtriser son environnement, contrôler, maîtriser, et puis éventuellement guider, orienter la personne qui fait le jeu ou qui participe à la séance. Moi, pour moi, le corbeau, c'est vraiment l'esprit. Bon, c'est si on veut aller dans le négatif, c'est la mort, mais en soi, la mort, c'est plutôt dans le sens fin d'un cycle et bah du coup le renouveau, un peu genre le changement, tu vois. Mais on peut dire ça aussi un peu de la formation. On peut voir que voilà, c'est peut-être aujourd'hui le début d'une parenthèse, d'une nouvelle vie. Je le dis souvent à mes stagiaires. Aujourd'hui, on se retrouve là pour un parcours plus ou moins long et pour arriver sur quelque chose de nouveau, justement, une nouvelle vie avec des nouvelles compétences grâce à de l'apprentissage pour acquérir ou conscientiser de nouvelles compétences ou de nouvelles qualités. Tu viens un peu du milieu de la formation, comme on l'a dit. C'est quoi qui t'a donné envie de travailler avec le jeu comme outil pédagogique? En fait, qu'est-ce qui t'a donné envie de bah, gamifier tes formations, entre guillemets? Alors en fait, c'est venu de aujourd'hui, moi, j'étais pas du tout scolaire avant, quand j'étais à l'école et je m'amusais tout le temps, en fait. J'étais tout le temps en train de papillonner, donc encore un animal qui vole et je voulais tout le temps, tout le temps, tout le temps m'amuser et les profs arrêtaient pas de me dire: «Quentin, arrête de t'amuser et tout» et soit je dessinais, je créais beaucoup de choses, en fait et le jour où je suis devenu formateur, je me suis dit: «En fait, je vais construire mes formations dans le sens que, comment j'aurais voulu apprendre?» Sachant que j'avais beaucoup de mal à apprendre avec beaucoup de textes, de choses comme ça et par le jeu. Mmh. À côté, je faisais du théâtre, d'impro au début de ma carrière de formateur et c'est vrai qu'on Mmh. apprend beaucoup de l'autre en jouant, en échangeant, en participant. Je voyais qu'on pouvait construire des histoires ensemble. Les stagiaires du fait de leur vécu, moi du fait de mon vécu et en fait, il y a pas d'équilibre, en fait, de lead. Il y a beaucoup, beaucoup d'échanges. Moi, dans ma formation, mes collègues me le disent régulièrement, on entend toujours parler. C'est rarement, le silence le plus complet et voilà, c'est de l'échange, c'est de la participation, ça crée de la cohésion et ça crée une bonne ambiance, en général. Oui, c'est aussi un peu, tu sais, éviter d'être, tu sais, descendant. Comme le prof avec ses élèves, au final, il parle et les élèves écoutent, quoi. Ouais, ouais, parce que j'ai suivi beaucoup de formations, bah, descendantes, en fait, beaucoup, sans, critiquer ceux qui le font, mais beaucoup de PowerPoint en disant: «Regardez, ça se Mmh. passe comme ça, comme ça, comme ça». Moi, je fais beaucoup de mise en pratique du fait de la ludopédagogie, la gamification. C'est, beaucoup d'échanges. Comment vous l'avez vécu? Allez vous renseigner peut-être avant la leçon ou avant la séance. De l'échange de pratiques continuelles, tout en faisant passer le message des attendus pour, répondre aux besoins des stagiaires. Pour savoir quelle est la différence entre la gamification et la ludification, je t'invite à aller voir la vidéo avec Thomas Quentin sur ma chaîne YouTube Créalange. Qu'est-ce qui pour toi en fait, enfin, pourquoi tu as utilisé la gamification, mais qu'est-ce qui pour toi manque en fait dans les formations dites classiques, comme tu dis, avec les PowerPoint et cet effet un peu descendant où il y a moins de pratique, plus d'écoute? Bah, dans les formations dites classiques, ce qui peut manquer, c'est, le droit à l'erreur.
Aujourd'hui, quand on fait de la gamification ou de la ludopédagogie, la personne, elle fait une erreur, mais elle va comprendre derrière où c'est qu'elle a fait son erreur d'elle-même ou fait peut-être du retour des autres. En posant un cadre de sécure, en disant voilà, faut respecter, faut accueillir l'erreur. Et qu'est-ce qu'on en fait? Derrière, ils vont dire ah bah oui, c'est vrai que ça va rappeler des souvenirs parce que du coup, on se rappelle tous quand on était enfant de jouer. Et quand on a des souvenirs où ah bah tu te souviens, tu as pris une bonne défaite. Et la défaite, des fois, on peut Mmh. s'en souvenir. Comme quoi, on va faire attention la prochaine fois. Et en fait, dans la formation, c'est exactement pareil. Ils apprennent de leurs erreurs et pour pas le renouveler, pour faire mieux les fois prochaines. Tu parles un peu de enfin, si j'ai bien compris, de la notion d'échec et en même temps de la notion de feedback derrière, de qu'est-ce que tu en fais de ton propre échec, en fait? Ouais. C'est beaucoup collectif aussi. On peut faire des jeux en individuel, mais il n'y a pas trop d'échanges. Et l'échange crée, voilà, ça stimule. Donc, du fait d'un Mmh. collectif, avec les expériences de chacun, là, on ne part pas forcément sur l'échec, mais l'échange, du fait du parcours de chacun, on peut voir vraiment dire, bah ouais, lui, il a vécu ça, j'ai vécu ça, créer, émerger des choses, peut-être qui étaient enfouies au fond de nous. Et c'est vrai, quand on joue, on arrive à dire des choses qu'on ne pensait pas. Et ça, on n'a qu'à le voir que quand on gagne, on découvre des gens. Des fois, je compare souvent ma salle à un escape game. On est enfermé dans une pièce et c'est là qu'on voit la réalité, la nature réellement de la personne. Et là, c'est là que je me dis, bah, j'ai réussi parce que du coup, ils vont chercher au fond d'eux, alors que peut-être j'aurais fait peut-être un exercice sur table, des choses comme ça, et ben ça aurait été linéaire. Ça aurait été, on va pas plus loin que, par exemple, anciennement les SMS, c'est 159 caractères. On va pas au-delà de la ligne. Alors que le jeu, il y a l'expression, il y a les sentiments, il y a le non-verbal qui parle, on voit beaucoup d'émotions. Oui, aussi, tu sais, il y a, le fait de faire un pas de côté. Je veux dire, tu es dans le moment du jeu, le moment ludique et au final, tu penses pas forcément à apprendre. Tu es à fond dans la thématique en question et comme tu joues, comme tu dis, tu es dans l'échange avec les autres. Au final, tu pas en mode: «Il faut absolument que j'apprenne». Et le fait enfin, je peux te donner une anecdote, par exemple, de Mmh. mémorisation. Une petite fille qui est venue avec son livre sur les dinosaures auprès donc, d'une, je crois elle était formatrice ou je sais plus trop, et donc elle racontait cette dame-là, la gamine elle est venue vers elle et elle lui a dit: «Bah voilà, on va mémoriser les dinosaures ensemble». Et en fait, chaque dinosaure était associé à un mot, mais un mot rigolo, tu vois? Du coup, au final, tu disais le dinosaure, tu sais, c'est des mots un peu, enfin, diplodocus, des Mmh. mots vraiment un peu compliqués à mémoriser. Et au final, le fait de l'associer à un mot rigolo, elle se rappelait, quasiment, bah, de la moitié des dinosaures, tu vois? Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tellement de méthodes d'apprentissage différents parce que moi, je suis foncièrement passionné par mon métier et en fait, mis à part la ludopédagogie, des choses comme ça, on me propose, souvent de faire de la remise à niveau et on a une, séance, ça s'appelle le apprendre à apprendre. Moi, je me dis: «Mais en fait, il y a plusieurs façons d'apprendre». Donc j'ai découvert ça il y a quelques années de ça et je me sentais pas à l'aise avec ça parce que moi, j'étais encore en mode scolaire, c'est-à-dire les grands textes et des choses comme ça. Mais à côté, je faisais de la ludopédagogie. Je me disais: «Je suis pas du tout légitime pour faire ça, réellement pas» et donc du coup, je me suis un peu plongé, sur des ressources sur internet, sur l'échange, des choses comme ça et ouais, il y a différentes méthodes. Il y a les cartes mentales, il y a les visualisations par l'image, comme tu viens de le dire, là, cette jeune fille qui apprend avec des mots rigolos pour apprendre quelque chose d'autre et du fait d'être formateur aujourd'hui avec des personnes qui ont déjà ces connaissances, on passe pas de pédagogie, mais en andragogie, du coup, de l'apprentissage pour l'adulte avec déjà le savoir acquis et ben, c'est Mmh. vrai que déjà, bah, ils peuvent apprendre plus facilement parce que du coup, c'est difficile. C'est plus difficile d'apprendre quand on est adulte que quand on est enfant. Parce que du coup, il y a déjà le savoir de base et la ludopédagogie est un vrai levier aujourd'hui pour faire apprendre, différemment. Et toi aussi, du coup, tu as créé ton propre outil ludique, si, tu as co-créé même avec, une autre personne. Comment est né le jeu Moi Version Pro? Alors le Moi Version Pro, je l'ai créé avec Anne-Sophie Tricard qui accompagne aussi des personnes en insertion. En fait, on s'était aperçus tous les 2 qu'il y avait très peu d'outils, que les gens avaient des soucis pour se valoriser, pour parler d'eux. Souvent, on a des questionnaires en entrée de formation, pas des tests de positionnement, mais connaître en fait les besoins, pourquoi les personnes veulent suivre des formations et c'est des questionnaires, des pages à remplir, des choses comme ça, demandés par, souvent nos référents ou nos donneurs d'ordre Mmh. du fait de certifications comme Calliope. Des fois, on demande de Ouais. plus en plus de remplir des papiers, des choses comme ça et moi, faisant du positionnement, des fois, je voyais, bah, des freins un peu, voilà, à parler de soi et en parlant avec Anne-Sophie, on s'est aperçu, ouais,
comment on pourrait faire émerger, dire ce qu'on a au fond de nous. On a dit, bah tiens, ouais, pourquoi pas créer un jeu. Le nom est venu bien après, donc du coup, moi version pro, comme tu l'as dit. On a créé ce jeu en 4 familles et ce jeu permet de se valoriser, de valoriser l'autre, de passer un bon moment, parce que souvent, la première question, quand on reçoit quelqu'un pour la première fois, bah, parlez-moi de vous, comme un entretien d'embauche. C'est la chose la plus difficile pour les personnes. C'est pas donné à tout le monde. Il y en a qui arrivent très bien. Il y en a qui vont peut-être trop loin. Du coup, ils se grillent parce qu'ils vont des fois trop dans le perso, les choses comme ça. Et là, en fait, ça permet nous-mêmes, en faisant ce jeu dans nos salles, à poser un cadre. Et derrière, en disant, bah, allez-y, permettez-vous d'être vous. Comment vous pouvez vous présenter à travers des questions. Voilà. Aujourd'hui, voilà, donnez une qualité que la personne qui est en face de vous, soit vous la connaissez pas, voilà, elle me paraît sympathique, des choses comme ça. Au moins, ça permet d'être valorisé pendant toute une séance de 2 à 3 heures pour faire ce jeu. Ça veut dire que, enfin, si je résume un peu ce que tu dis, c'est parti d'un besoin que vous avez observé et de là, vous vous êtes dit: «Bah, pourquoi pas, bah, vu que toi, du coup, t'es un peu, tu à fond dans le ludique de ton côté, pourquoi pas le rajouter, faire le perso, le pro au final et faire un». Ouais, ouais, bah, pas ne serait-ce qu'un besoin, même un constat. Un constat, en fait, ma collègue la reçoit du monde régulièrement. Moi, j'en vois régulièrement aussi du fait de mon métier. Là, ça fait 3 ans, je suis dans l'insertion pure. Avant, voilà, j'étais dans l'insertion métier. Ouais, on voit que les personnes, en fait, ont beaucoup de mal aujourd'hui, en 2026, à parler d'elles, quoi. C'est très, très, très compliqué. Donc on s'est dit: «Bah, tiens, pourquoi pas créer un jeu?» Ça fonctionne, quoi. Parce que les gens ne se rendent pas réellement compte de: «Ah ouais» et à la fin: «Oh, j'ai dit ça, mais je pensais pas dire tout ça aujourd'hui sur moi, quoi». C'est génial en tout cas parce que je pense que c'est compliqué aussi de savoir se vendre. Ouais, Du coup, tu peux présenter un peu ton jeu et bah, les différentes familles de cartes comme tu as dit. Et surtout, on ouais. va revenir aussi à bah, les objectifs pédagogiques. Concrètement, en fait, ça t'aide à quoi dans tes formations? Donc du coup, il y a 4 familles, comme tu l'as très bien dit. On a la famille, donc hop là, coup de pouce, avec comme objectif donc valoriser les autres joueurs tout en renforçant la cohésion et l'estime mutuelle. On a compétences cachées. L'objectif, c'est de créer le relâchement, du rire, de la spontanéité pour libérer la parole. On a un défi express. C'est aider à identifier des savoir-être, qualités et aptitudes transférables à soi-même qu'on peut mettre à l'emploi ou en formation. Et on a souvenir réussite. Ça fonctionne très bien. C'est faire émerger des moments positifs, des petites victoires ou des fiertés professionnelles. À travers ces 4 familles, les personnes, en fait, elles ont les réponses au fond d'elles. Mais elles n'osent pas souvent les exprimer, elles n'osent pas souvent les mettre en avant. Et du fait de verbaliser déjà une fois pendant un atelier et de voir que le groupe tout autour, il accepte, elle se dit, bah, en fait, je suis quelqu'un, je peux apporter quelque chose. Et du coup, ça valorise. Et derrière, pour des entretiens d'embauche, pour rechercher une formation, un stage ou une immersion, et ben, on peut voir que ces personnes, du coup, elles y vont beaucoup plus avec de la confiance. Avant, il y avait beaucoup de freins. Moi, je suis spécialisé dans les techniques de recherche d'emploi. Mhm. Et quand j'aborde le sujet de l'entretien d'embauche, c'est très, très compliqué. La première question, parlez-moi de vous. Et du fait de faire ce jeu, derrière, ça lève réellement des freins. Du coup, c'est vraiment dans l'optique d'ouvrir un peu la parole. Comme tu dis, est-ce qu'il y a pas, des fois, t'as pas observé un peu des personnes qui venaient justement, qui avaient du mal à parler, ou c'était vraiment juste la première personne qui a du mal et quand elle parle, au final, les autres, ils se rendent compte des choses et ça enclenche un peu un esprit de groupe? Tout à fait, ouais. C'est-à-dire que quand on fait des formations comme ça, il y a toujours des gens, ils vont dire, «Waouh, il apprend par le jeu. Qu'est-ce que je vais faire?» Ils restent en retrait et on le voit physiquement, ils sont derrière. Ils sont en mode observateur et en fait, ils commencent à voir qu'il y a une émulsion, il y a quelque chose qui est en train de se créer et là, ils se rapprochent, ils commencent à jeter un œil. Avant, c'était juste l'oreille avec le regard fuyant, à gauche, à droite, où c'est que je suis? Mais j'écoute quand même, je suis un peu curieux et après, ça commence à rire. Là, le visage commence à tourner vers le jeu et puis la personne, elle commence à faire un pas et puis après, d'elle-même, les gens, comme ils sont dans un cadre sécure et bienveillant, ils vont s'écarter volontairement pour lui laisser la place et il finit par s'intégrer au jeu. C'est marrant en fait parce que moi, j'ai pas besoin, du coup, moi, je suis plus animateur dans ces cas-là. Ça se fait tout seul et on voit que les gens, en fait, ils se créent un effet groupe tout seul. Pour en revenir à tes cartes, c'est un jeu de cartes et en fait, comment ça marche? C'est chacun pioche une carte, chacun leur tour ou alors c'est toi qui vas animer, Il y a 2 possibilités. Soit on fait une rivière au milieu d'une table, c'est-à-dire qu'on étale toutes les cartes au milieu, Mmh. face générique, on va appeler ça et puis la personne, elle découvre la carte. Parce que si on met face question, la personne aura tendance un peu à choisir ses questions et déjà pouvoir potentiellement réfléchir. Elle pourra dire: «Ah mince, je vais prendre celle du voisin».
Alors que côté générique, il y a une surprise totale. Ou sinon, on fait ça en 4 parties. Les 4 parties donc, correspondent aux 4 familles pour dire, bah voilà, on va partir là-dessus, là-dessus. Mais en mettant une rivière, pour avoir fait les deux, et ben en fait, c'est la surprise générale. Elles ne savent pas à quoi s'attendre. On leur dit à chaque fois, on repose l'objectif à chaque fois des 4 familles. Et là, elles ont la surprise générale. Là, je viens d'en piocher une, c'est choisir un mot qui décrit l'ambiance du groupe. Voilà, au hasard. Et bah, du coup, Mmh. là, il va pouvoir flatter tout le monde parce que forcément, c'est bienveillant. Mis à part si voilà, il reste dans son coin, il voit ça, il a envie de casser le groupe, mais il voit qu'il y a une bonne dynamique. Mmh. Donc, il va dire un joli mot et ça va, voilà, tout le monde va apprécier, normalement. Et en vrai, je suis curieuse, tu quoi comme, exemple de défi? Parce que en vrai, c'est plus, par exemple, je m'entraîne à me présenter, un pitch, enfin, tu sais, là, les pitchs un peu Ouais. en quelques phrases, je me présente, pour mon entretien, Alors, défi, c'est les cartes rouges et je vais t'en citer 2, 3. Cite 3 mots qui te décrivent. Mmh. C'est pas forcément des qualités parce que les qualités, ça fera l'objet d'un exercice second, peut-être en individualisation. Mmh. Parce que là, devant tout le monde, sortir 3 qualités, faut que ça pêche, quoi. Faut que ça pulse. Et après, sinon, voilà, faire rire ton voisin en 10 secondes. Donc voilà, ça permet voilà, de sortir. Voilà. Ou sinon, mime une émotion souvent présente au travail. Ça crée vraiment une dynamique, ça peut rappeler des souvenirs. Même ceux qui ont peu d'expérience, parce qu'il arrive qu'il y en a qui ont très peu d'expérience, disent ah ouais, ben en fait, comment ça se passe? Et du coup, la personne va parler d'un souvenir, parler d'une expérience. Mmh. Et dans la question de parlez-moi de vous, qui est une des plus compliquées en entretien d'embauche, c'est parlez-moi d'une expérience. Et forcément, quand on fait ce jeu, à chaque fois, il ressort oui, je me souviens d'une fois. Alors, le jeu doit durer normalement 15-20 minutes parce que c'est vraiment, on peut aller plus vite. Des fois, ça peut durer plus longtemps. Ça dépend notre groupe et notre objectif de séance. Mais souvent, en fait, ça déborde toujours. On doit terminer à midi, ça va sur midi 20, midi et quart. Parce qu'en fait, les gens, en fait, ils ont envie de parler après. Et quand ils nous revoient, alors on va refaire le jeu. Non, ben non, on va pas refaire le jeu à chaque fois, mais ça crée une dynamique pour les séances d'après, ça en parle entre les séances et tout, c'est plutôt un bon moment. Du coup, comme tu dois le savoir, enfin, je suis graphiste et moi, ce qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est les supports que tu peux utiliser. Je vois que tu as utilisé le jeu de cartes et je veux savoir, bah, pourquoi ce choix, en fait? Pourquoi tu as choisi le jeu de cartes pour ton outil ludique? Le jeu de cartes pour que la personne ait quelque chose à toucher, pour qu'elle ait quelque chose à manipuler. Parce que souvent, quand on parle de soi, on essaie d'occuper ses mains. Donc, du coup, on s'est dit avec Anne-Sophie, bah tiens, pourquoi pas créer un jeu de cartes? Et au moins, ça permet voilà, de visualiser, de relire la question une fois. Ces questions, on aurait pu les poser à l'oral, en fait. On aurait pu dire, voilà, bah, mime une émotion souvent présente au travail. Donc, la personne, elle va dire, elle va réfléchir, elle va prendre du temps à réfléchir. Alors que la carte en main, ça va occuper aussi l'esprit et derrière, ça crée spontanément, ça permet d'émerger des idées, des choses comme ça. Tu as déjà utilisé, Genially ou pas? J'ai déjà utilisé Genially. Genially, je m'en sers déjà pour créer, là, actuellement, je suis en train de créer un magasin virtuel avec des jeux de cartes que les personnes vont devoir après mettre avec de la pâte à fixe sur le tableau, en fait, sur la projection, pour Ouais. dire, voilà, moi, j'occupe tel poste, je fais ça, mon chemin de sécurité, c'est ça, voilà, le chemin client, voilà. Genially, je m'en sers aussi énormément, ouais. Parce que je voulais savoir, enfin, là, tu dis pour ton jeu de cartes, c'est vraiment le côté palpable. Et c'est vrai que sur Genially, tu peux faire, par exemple, bah, tu lances un dé et ça te sort une carte, et du coup, ça te donne une question. Et au final, le participant, la participante va pouvoir répondre à la question qui s'affiche. Oui, c'est vraiment du coup l'aspect matériel qui t'intéressait pour différencier du côté numérique que tu peux avoir des fois aussi. Alors ouais, Genially, alors je débute dans Genially, je vais être honnête. J'ai créé un jeu de plateau avec un jeu de cartes comme ça, et sauf que je lance le dé. L'interaction après, faire apparaître la carte, je n'y arrive pas, mais j'ai créé des cases, comme c'est un jeu de plateau, avec des cases interactives. Voilà, quand le pion arrive sur la case, il y a la carte qui s'affiche. Je cherche aussi à faire une voix off qui lit la carte pour les non-scripteurs, pour qu'ils Ouais. puissent aussi entendre, pour que vraiment mes jeux soient vraiment adaptés à tout le monde. Là, sur ce jeu-là, il y a une écriture Falk, par exemple. Au moins, tout le monde, Ah. voilà. J'ai fait des recherches, j'ai posé des questions pour demander aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut mettre comme police d'écriture pour que ça soit vraiment accessible au plus grand nombre.
Alors si jamais, tu as des questions à propos de l'accessibilité, je suis en train de faire une, formation sur le graphisme accessible et j'ai eu une initiation au Falc, donc on va dire que j'ai quelques notions. Je pense que c'est un sujet aussi qu'il faudra que je repartage encore dans le podcast parce que franchement, c'est un sujet qui m'intéresse de plus en plus et comme tu dis, le fait de choisir aussi la bonne typo, même si en soi, il y a pas la bonne typo, c'est plutôt un mix de compromis. En tout cas, c'est ce que j'ai pu apprendre de mon côté. En vrai, c'est trop cool que t'en parles parce que c'est un peu le sujet du moment. Oui, et puis étant un peu rigoureux, il y a des collègues qui peuvent en témoigner. C'est aujourd'hui ma carte, voilà, pareil, je la prends alors, en mode portrait, en mode paysage, Mm. la dimension. C'est toujours très compliqué. Là, je suis en train de créer un autre jeu. Je ferai beaucoup de choses aussi à côté. Et me dire, voilà, qu'est-ce que je fais comme type de carte? Est-ce que je prends une taille standard? Est-ce que je prends pas une taille standard? Je vais faire des tests à des personnes que je connais. Voilà, est-ce que la prise en main est agréable? Est-ce que par réflexe, on la prend en portrait? Ou quand j'approche, je la lis en paysage? Est-ce que je peux mettre un titre? Si c'est des questions-réponses, est-ce que je mets la question et la réponse dans le même sens? Ou est-ce qu'il faut tourner la carte? Est-ce que je mets une image au milieu? Est-ce que je mets pas d'image? C'est beaucoup de réflexion. Et c'est vrai que, bah, écoute, ouais, si on peut en parler, ça serait chouette, quoi. Bah oui, c'est sûr. Et au final, tu te poses des questions qui sont des questions de game designer. Donc d'une part, en fait, moi je pense que tu peux te considérer comme game designer parce que tu as des questions réelles que même moi aussi je me pose, tu vois. Et c'est bien de se les poser parce que le fait de se dire, bah je sais pas, par exemple, tu vois, sur la carte du corbeau là que je t'avais préparée, Mm. t'as par exemple le blanc que je laisse autour pour quand j'imprime, bah ça te coupe pas en fait ton dessin. Il y a plein de choses comme ça qu'il Ah oui, faut se oui, poser. j'ai une anecdote là-dessus, hein. C'est mon premier jeu de cartes que j'imprime. J'avais fait un cadre de chaque côté. Donc du coup, on imprime sur bord long, bord court, on essaye les deux. Ah bah tiens, bord long. C'est comme ça qu'il faut faire pour que ça soit le bon côté. Ah, mais par contre, le cadre, on le voit de l'autre côté. Je coupe, mais il reste mon cadre de l'autre côté. Donc je sais maintenant que pour tous les versos, je mets pas de cadre. Il suffit de centrer la carte, de bien aligner. Mais oui, après, c'est des erreurs, des choses qu'il faut faire tout au début parce qu'on se dit après, on va pas y penser. Et je sais que pour chaque jeu de cartes, j'ai une checklist et je me dis, bah, c'est bon, en fait, les alignements, ils sont bons. La police reste la même parce que des fois, on a peut-être un petit mot à la fin d'une phrase et du coup, on décale. Du coup, on écrit en 14. Au-dessus, on a écrit en 16. Donc, c'est toutes des petites choses au niveau graphisme qu'il faut penser quand on imprime un jeu et que ça soit aussi accessible à tous, au plus grand nombre. En cadeau, je t'ai préparé une checklist gratuite pour créer ton jeu sérieux. Tu peux la télécharger via le lien en description.